Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Tout de suite, le sommaire. L'étude sur les inondations à Thiès révèle que la vulnérabilité de la ville face à ce phénomène est due à une combinaison de facteurs climatiques, environnementaux et socio-spatiaux. Des solutions sont préconisées. Les conclusions des Assises nationales des médias officiellement présentées par Matar Sylla, président du comité scientifique. Les recommandations sont le fruit des travaux de 6 commissions spécialisées. Et puis, l'Agence nationale de l'état civil et la direction de l'autonomisation des fichiers ont signé un protocole devant permettre l'interopérabilité de leurs systèmes respectifs en vue d'une meilleure sécurisation de l'identité au Sénégal. La de l'actualité internationale avant la page du sport qui viendra boucler cette édition. Dans un court instant, le développement. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'étude sur les inondations à Thiès révèle que la vulnérabilité de la ville face à ce phénomène est due à une combinaison des facteurs climatiques, environnementaux et socio-spatiaux. Une étude menée par l'ONG Eau Vive Sénégal en collaboration avec des experts du secteur. Des solutions sont préconisées comme la prévention, mais aussi l'engagement des citoyens à travers le changement de leur comportement. Mamadou Lamine Ba est le président de l'ONG Eau Vive Sénégal. Nous l'écoutons pour plus de détails. Donc Eau Vive Sénégal, c'est une ONG, comme j'ai dit, qui a été créée en 2011 et qui est basée à Thiès. Donc, qui travaille essentiellement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et donc c'est pour ça que nous avons jugé important de nous impliquer dans cette affaire d'inondation, parce que non seulement nous sommes concernés, mais en même temps nous sommes des acteurs locaux. C'est pour ça que en 2024, on a lancé l'étude et on l'a lancé avec des jeunes Thiessois, des étudiants de l'université de Thiès, mais également des sortantes de l'ex-NEA pour conduire l'étude. Et pour l'encadrement, on s'est appuyé sur nos membres du CA, qui sont vraiment des experts seniors dans le domaine de l'eau, mais également sur l'équipe opérationnelle, donc pour encadrer ces jeunes-là. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu vraiment arriver à ce résultat-là, qu'on a souhaité maintenant partager avec tout le monde. Parce que ce n'est pas une affaire d'eau vive, c'est une affaire de tout le monde, les inondations. Donc c'était une occasion pour nous, pour convier les différents partenaires au niveau de Thiès, pour échanger avec eux sur cette problématique-là. Et vraiment, nous devons remercier beaucoup le gouverneur et ses adjoints qui nous ont beaucoup accompagnés dans cette démarche. Et vraiment, ils ont fait un gros boulot pour nous appuyer et nous permettre vraiment d'avoir un cadre d'expression qui était le plus large possible, où il y avait les techniciens, les populations à la base, les délégués des quartiers, mais également vraiment tous les acteurs, les ONG, tous les acteurs concernés. Et comme vous l'avez vu, on a pu arriver à vraiment un bon échange et donc à pouvoir se mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir s'accorder sur les causes essentielles des inondations, examiner des pistes de solutions, également mieux sensibiliser sur les impacts socio-économiques et voir maintenant comment aussi aller de l'avant en essayant de renforcer la synergie. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les conclusions des Assises nationales des médias ont été officiellement présentées ce mardi, par Matar Sylla, président du comité scientifique. Ces recommandations, fruits des travaux de 6 commissions spécialisées, dessinent une feuille de route ambitieuse pour refonder le paysage médiatique sénégalais autour de 4 axes majeurs: le cadre institutionnel, la formation, la régularisation et la viabilisation économique. Matar Sylla, que je vous propose de suivre. Bâtir un écosystème médiatique performant se traduit concrètement, pour l'exercice que nous clôturons aujourd'hui,
par un certain nombre de réunions. Nous avons eu 78 réunions de commission en 2 ans, soit 13 réunions par commission sur 2 ans. Un nombre total de participants de 1465 personnes. Les médias, de manière générale, en Afrique particulièrement, ont un rôle essentiel à jouer. Donc l'objectif global et les objectifs spécifiques pris en compte par les 6 commissions a permis de faire cet état de lieu global du secteur et de trouver et proposer des solutions aux divers problèmes en s'inscrivant donc dans cette démarche à la fois prospective, ambitieuse, structurante. Le secteur de l'information et de la communication, secteur transversal par excellence, est un levier stratégique dans le processus de consolidation de toute démocratie, de renforcement des valeurs de paix, de justice, d'unité, de solidarité, de valorisation et d'influence internationale. Nous ferons tout pour que ce secteur soit considéré, qu'il puisse jouer son rôle, qu'il soit professionnalisé. Nous nous sommes dit des vérités. Ça n'a pas été linéaire. Nous avons eu des empoignades, nous avons eu des divergences, mais nous sommes arrivés à un consensus qui n'a pas de finalité autre que de développer ce secteur médiatique, un secteur performant qui accompagne tous les pouvoirs publics, mais dans la vérité, dans la justice et dans l'union. Bâtir un écosystème. C'est là que vous venez de suivre sur les 4 axes majeurs, le cadre institutionnel, la formation, la régularisation et la viabilité économique. Et puis, national de l'état civil, l'ANAC et la direction de l'automatisation des fichiers, l'ADAF, ont signé hier un protocole devant permettre l'interopérabilité de leurs systèmes respectifs en vue d'une meilleure sécurisation de l'identité au Sénégal. Cette signature est le symbole puissant pour bâtir un système d'identification nationale viable, sécurisé et pleinement intégré au service de chaque citoyen sénégalais. Selon le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine, qui a présidé la cérémonie. Le ministre que je vous propose de suivre. L'ADAF, chargée de la gestion des données liées à la carte nationale d'identité, et l'ANEC, responsable de la coordination et de la modernisation du système de l'état civil, apparaissent naturellement comme des partenaires stratégiques dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme de l'état civil. Ce protocole vise notamment à automatiser l'authentification des actes de l'état civil grâce à une interface sécurisée, permettre la notification et le partage en temps réel des naissances, des décès et des modifications d'actes pour une meilleure tenue du fichier national d'identité. Ce protocole traduit concrètement notre engagement pour une sécurité collaborative, fondée sur la coopération active entre les institutions, les collectivités, les acteurs techniques et les partenaires. Cette dynamique de collaboration vise aussi à offrir aux populations des services d'état civil plus accessibles, plus sûrs et plus performants, tout en garantissant la protection et la confidentialité des données personnelles. Elle constitue un levier essentiel pour bâtir une gouvernance plus transparente et plus inclusive au service du bien-être de tous. Restons toujours dans ce même sillage. Selon Bala Moussa Fofana, dont le département assure la tutelle de l'ANEC, cette interopérabilité va permettre une gestion optimale des processus d'identification tout en respectant les droits fondamentaux de nos concitoyens. Suivons ces explications. Le protocole que nous signons aujourd'hui va permettre pour la première fois un échange sécurisé et en temps réel des données entre l'ANEC et l'ADAF. Cette interopérabilité assurera l'authentification fiable des actes d'état civil, l'annulation immédiate des cartes nationales d'identité en cas de décès et une gestion optimale des processus d'identification tout en respectant les droits fondamentaux de nos concitoyens. Les chiffres sont éloquents et interpellent. En 2024,
1,72% des demandes de carte nationale d'identité ont été rejetées en raison des faux extraits de naissance. Cette réalité exige de nous une action immédiate, rigoureuse et déterminée. Face à ces défis, l'Agence nationale de l'état civil, avec le soutien indéfectible de notre ministère, a mené un chantier de modernisation ambitieux. Nous avons notamment numérisé et indexé 20 millions d'actes d'état civil, mis en place le registre national de l'état civil et conçu des applications innovantes déployées sur l'ensemble du territoire. 132 apprenants ont fait leur rentrée au centre de formation judiciaire, le CFJ, mardi à Dakar, au cours d'une cérémonie inaugurale marquant le début de la nouvelle année académique. La promotion est composée de 35 auditeurs de justice, 45 greffiers, de 12 inspecteurs de l'éducation surveillée et de 40 éducateurs spécialisés. Souleymane Teliko est le directeur du centre de formation judiciaire que nous suivons. La rentrée académique 2025 et ce lancement fait suite au processus de recrutement de 132 nouveaux élèves répartis en 4 sections ou sous-sections. 35 magistrats, élèves magistrats pour la sous-section magistrature, 45 greffiers, 12 inspecteurs de l'éducation surveillée et 40 éducateurs spécialisés. Cette année, nous avons fait le choix d'organiser cette rentrée académique sous la forme d'une semaine inaugurale qui commence aujourd'hui avec la cérémonie officielle d'ouverture et qui sera suivie de 2 journées d'échange et d'information. Alors, l'objectif de cette démarche est double. C'est en premier lieu de marquer symboliquement la première rencontre officielle entre les différentes composantes de la communauté pédagogique, que sont les formateurs, le personnel et bien entendu les apprenants. Et en second lieu, c'est d'offrir aux apprenants, avant même le démarrage effectif des enseignements, l'occasion d'avoir le maximum d'informations à la fois sur les orientations pédagogiques, sur les modalités de déroulement des enseignements et surtout sur les bonnes attitudes à adopter durant la formation. Et tout cela dans l'optique de leur permettre de tirer le meilleur parti de la formation qu'ils auront à subir durant les 2 ou 3 années à venir. C'est le propre de la formation, et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au centre de formation judiciaire, c'est d'évoluer. Et ça évolue avec l'environnement professionnel, ça évolue aussi avec les exigences du métier. Et donc c'est normal que le centre de formation judiciaire s'inscrive dans cette dynamique d'innovation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place une plateforme numérique qui permet également d'adapter les enseignements avec les exigences professionnelles des formateurs. Parce que chez nous, les formateurs sont des professionnels qui ont déjà des contraintes professionnelles et c'est bon qu'il y ait la possibilité d'adapter ces contraintes-là avec les exigences de la formation. Et nous venons de... Informations internationales, c'est un rapide survol. Seynabou Diouf. La ville de Djibouti, située à seulement 1,5 km de Kidira au Sénégal, a été ciblée d'une attaque du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Njim ce 1er juillet 2025 vers 6h du matin. En réaction à cet événement, le gouverneur de la région de Kaï, le général de brigade Moussa Soumaré, a décrété un couvre-feu de 30 jours reconductible sur l'ensemble du territoire régional de Kaï. Ce couvre-feu qui rentre en vigueur ce mardi 1er juillet et se poursuivra jusqu'au mercredi 30 juillet 2025 interdit formellement toute circulation de 21h à 6h du matin. Seuls les véhicules des forces de défense et de sécurité et les ambulances disposant d'un ordre de mission valide sont autorisés à circuler durant 6 heures.
Alors que les 2 tiers de la population ont besoin d'une aide humanitaire et que les Soudanais meurent de faim, la famine risque désormais de toucher les Soudanais qui ont fui à l'étranger faute d'argent. L'ONU prévient donc en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins. Les pays concernés sont l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Il accueille près de la moitié des 4 millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023, mais face aux arrivées continues des réfugiés et au budget de plus en plus contraint, le programme alimentaire mondial n'arrive plus à suivre. Pour terminer, les États-Unis ont annoncé ce mardi avoir cessé de livrer certaines armes à Kiev, disons s'inquiéter de la baisse de leur propre stock de munitions, et ce au moment même où la Russie intensifie ses frappes contre l'Ukraine. Pour Kiev, l'Ukraine aura du mal face à la Russie sans les munitions américaines. Ces dernières semaines, le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé les États-Unis à lui vendre des systèmes Patriot pour pouvoir contrer et plus efficacement les attaques plutôt russes de missiles et de drones. Il s'en était une nouvelle fois ouvert à son homologue américain Donald Trump lors de leur dernière interview en marge du sommet de l'OTAN à la Haye fin juin, mais le locataire de la Maison Blanche qui s'est dit au milieu entre les belligérants et veut obtenir une fin de combat s'était montré évasif sur ce sujet. Voilà ce qui a mis fin à la page de l'actualité. La ville de sportive de ce journal. La Ligue de football de Thiès a joué sa deuxième journée des playoffs. Project Space bat US Thiessoise sur le score de 2-1. Kayel Gaparou bat Mamkumbo Tchoupam de Popenguine 4-1. Le COT qui bat Warang 1-0 et Salis Sporting Club bat Nguerhor 2-1. Championnat sénégalais, 25e journée et avant-dernière N1 pour le compte de la poule A. Asuk qui bat Togloudias 3-1. Ajamat et Kadior Foot ont fait match nul 0 but partout. Pépinière Sud et Coton Sport 1 but partout. Dembo Diop fait de même face à Don Bosco 1 but partout. Et Damel de Tiaon bat Union Sportive du Rail 1-0. Modèle de Mbao fait match nul contre Gazelle de Kédougou et AS Kolda qui bat Gelawar 2-0. Gelawar, malgré sa défaite, reste leader avec 60 points, 40 buts marqués et seulement 11 buts encaissés. Meilleure attaque, meilleure défense. Gelawar a lâché Cravache depuis longtemps et bonjour la L2. Coton Sport est deuxième avec 42 points. Kayor Foot, troisième. US Rail est quatrième. Et le Damel de Tiaon est à la 7e place. Dembo Diop de Mbour est à la 10e. Togloudias, lanterne rouge, à 13 points. Elle est reléguée en National 2. Pour le compte de la poule B, Builders bat Cœur Major 3-2. AS Yego et Mbour Petite Côte font match nul 1 but partout. Asfa qui bat Darussalam 2-0. US Port qui bat sévèrement Avenir Dakar 4-1. Jeanne d'Arc qui bat Africa Foot 1-0. Dekondo est battu par Jolof Olympic Club sur le score d'1-0. Et Ayam 4 buts contre 2, c'était face à l'Université de Saint-Louis. À l'issue de cette 25e journée, Port est leader avec 52 points, 38 buts marqués, 12 buts encaissés, meilleure attaque, meilleure défense. Et à une journée de la fin, le Port accède en L2 si on se base sur le résultat sportif sur le terrain.
Keur Madior de Mbour est deuxième avec 45 points. Mbour Petite Côte 9e derrière la Jeanne d'Arc de Dakar. Au bas du tableau, il faut attendre la dernière journée pour connaître les relégués. Ayo des Ayam est 12e avec 25 points. Darussalam 13e avec 24 points. Dekondo est 14e avec 28 points. Rien n'est encore joué pour le maintien en National 1. Et nous terminons avec ce match amical de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations football féminin. Les Lions s'imposent en Algérie 3-0. Nguenar Ndiaye 56e, Amsatou Malado Diallo 67e et Ndeye Awa Kassé 72e ont marqué. CAN 2025, nos Lions démarrent la compétition le dimanche 6 juillet contre la RD Congo. Et voilà, ceci met fin à ce journal. Merci à Seynabou Diouf pour la page des informations internationales. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.